Aujourd'hui, le tableau d'avancement. À l'issue de cette leçon, vous saurez établir un tableau d'avancement d'une transformation chimique. Vous saurez déterminer la composition d'un système chimique à l'état final et à l'état initial. Les prérequis pour cette leçon sont les suivants. Connaître la définition d'un système chimique et d'une transformation chimique. Savoir équilibrer des équations chimiques. À côté de ce cours, il y a des liens URL qui peuvent être consultés, ainsi qu'un exercice résolu. Il y aura une séance de travaux pratiques, réaction entre du magnésium métallique et un acide, des exercices d'application. Le tableau d'avancement. Lorsqu'une réaction se déroule, des grandeurs caractérisant le système chimique évoluent. Cela peut être la quantité de matière, la concentration d'une espèce chimique en solution, le volume d'un gaz, ou la masse d'un solide en train de se former, ou en train de disparaître. Premier paragraphe. La transformation et la réaction chimique. L'évolution d'un système chimique. On dira qu'un système chimique subit une transformation chimique si les espèces qui le constituent voient leur quantité de matière changer, depuis un état initial, généralement noté EI, jusqu'à un état final, généralement noté EF. À l'échelle macroscopique, cette transformation est modélisée par un bilan, appelé la réaction chimique, qui peut être écrite synthétiquement sous la forme d'une équation de réaction chimique. Ensuite, parlons de la stoichiométrie d'une réaction chimique. Comment écrire une équation de réaction chimique? Tout d'abord, on commence par écrire à gauche les réactifs. Au centre, on place une flèche. Et enfin, sur la droite, on écrit les produits. Attention! Il faut bien respecter les deux règles suivantes. De part et d'autre de la flèche, il y a toujours conservation des éléments chimiques, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes lettres à droite et à gauche. Et ensuite, la conservation de la charge électrique globale. Il y a autant de charges d'un côté que de l'autre, mais de même signe. Soit 2 plus donnera 2 plus, 3 moins donnera 3 moins, pas de charge devra donner pas de charge. Qu'appelle-t-on stoichiométrie? Ce sont des relations de proportionnalité qui existent entre les quantités de réactifs consommés et celles de produits formés lors d'une transformation chimique. Un cas particulier, si les réactifs sont dans les bonnes proportions de leur nombre stoichiométrique indiqué dans la réaction chimique, eh bien, on dira que le mélange est stoichiométrique. Exemple. Considérons la transformation suivante. Une combustion du méthane dans le dioxygène. De manière synthétique, on écrira l'équation de la réaction suivante. Les réactifs donnera des produits. Le méthane, CH4, plus 2O2, le dioxygène, se transforme pour former du dioxyde de carbone et de molécules. Par conséquent, si le mélange initial contient N mol de méthane et 2N mol de dioxygène, c'est-à-dire 2 fois plus, eh bien, le mélange est stoichiométrique. Si la réaction se fait totalement, alors, dans l'état final, il ne restera plus aucun réactif. Il n'y aura que des nouveaux produits formés. Si en revanche, ces proportions de 1 pour 2 ne sont pas respectées, alors, le premier réactif qui viendra à disparaître sera appelé le réactif limitant. Il limitera l'évolution de la transformation.
À l'inverse, celui qui sera non entièrement consommé sera appelé le réactif en excès. Après avoir revu le vocabulaire de base, voyons maintenant l'aspect quantitatif et voyons la prévision de l'état d'un système chimique. Si un système chimique évolue, les quantités de matière petit n des espèces chimiques aussi. L'avancement de réaction, initialement introduit par Théophile de Dondeur sous le nom de degré d'avancement, permet de caractériser l'état d'avancement d'une réaction entre son état initial, c'est-à-dire avant réaction, et son état final après réaction. Par définition, on retiendra que l'avancement, souvent noté dans la littérature scientifique par la lettre X, est une grandeur qui rend compte de la variation des quantités de matière de n'importe quelle espèce contenue dans le système chimique. Cette grandeur s'exprime en mol. Ainsi, dans l'état initial, c'est-à-dire à t égale 0 secondes avant d'avoir déclenché le chronomètre, on dira que la transformation n'a pas débuté. Par conséquent, les quantités de matière n'ont pas varié. Cela signifie que l'avancement initial vaut 0 mol. En revanche, dans l'état final, lorsque la transformation s'arrête, les quantités de matière n'évoluent plus. Ainsi, on dit que l'avancement a atteint une valeur finale, que l'on pourra noter XF, et qui, en classe de première, sera la valeur maximale, une valeur quelconque Xmax, que l'on pourra déterminer. En terminale, on verra des cas de réactions chimiques qui atteignent un équilibre du fait de l'existence de réactions antagonistes. Et donc, on n'aura pas une valeur finale Xmax, mais on aura une valeur d'avancement à l'équilibre. Pour rendre compte de l'évolution d'un système chimique, on dresse de manière très synthétique un bilan de matière de toutes les espèces chimiques en présence, sous la forme d'un tableau. Les quantités de matière seront bien souvent exprimées en mol ou un de leurs multiples ou submultiples. Exemple. Prenons le cas général suivant. Si on part d'une quantité Na0, mol d'un réactif A, qui va réagir avec une certaine quantité de matière Nb0 d'un autre réactif B, qui est en excès, avec éventuellement un troisième réactif, que l'on appellera E, et bien dès lors que l'on mettra en contact ces réactifs, la réaction commencera à avancer. Il apparaîtra de nouvelles espèces que l'on peut appeler C et D. Le problème est suivant, comment dresser un bilan de matière dans l'état final pour une réaction quelconque? Voilà la petite fiche méthode qui est proposée pour construire pas à pas et remplir ce tableau d'avancement. Tout d'abord, le tableau d'avancement a toujours à peu près la même forme. Il est composé de 4 lignes. La première indique la réaction chimique, sous la forme de son équation, ajustée, avec des coefficients. La deuxième concerne l'état initial du système. Et dans cette ligne, on va préciser en dessous de chaque espèce chimique les quantités de matière initialement présentes. La troisième ligne, on considère le système chimique à un instant t quelconque. Et enfin, la dernière ligne, on considère l'état final du système chimique. À un instant t quelconque, si on dit que l'avancement vaut une certaine valeur x, alors
on se pose la question, combien reste-t-il en quantité de matière de l'espèce A, de l'espèce B, et combien s'est-il formé en espèce C et en espèce D. Les quantités de matière, à un instant T, se déterminent de la façon suivante. C'était la quantité de matière initiale moins ce qui a disparu. Mais attention, l'espèce A, en réagissant avec l'espèce B, doit respecter certaines proportions. En effet, ici, il y a alpha molécules ou entités A qui disparaissent et elles réagissent simultanément avec bêta entités de molécules B. Par conséquent, la quantité de matière restante s'exprimera de la façon suivante. Na0 moins alpha fois X pour A, NB0 moins bêta X pour l'espèce B. Ici, on a pris le parti de dire que l'espèce E était en large excès, et donc il n'y a pas de sens à vouloir calculer la quantité de matière restante. Maintenant, concernant les produits, si les quantités de matière ont vu une variation petit x, eh bien on voit que l'espèce C se forme avec la proportion gamma. Donc il y aura en quantité de matière gamma fois x. De la même façon, si le coefficient stoichiométrique est delta, la quantité de matière de l'espèce D formée se calculera par la valeur delta fois x. La réaction avance, elle avance, et enfin, elle arrive dans l'état final. On lui laisse le temps qu'il faut pour ne plus voir aucune variation de couleur ou d'effervescence de gaz. Et voilà les relations que l'on peut écrire. On considère alors que l'avancement a atteint une valeur finale et on a des expressions tout à fait similaires. On met seulement en indice la lettre petit f pour indiquer qu'il s'agit de la valeur de l'avancement dans l'état final. Plusieurs cas sont possibles. Si la réaction est stoppée par l'expérimentateur, il faudra mettre en œuvre une technique de dosage qui permettra de déterminer la valeur de XF et donc les quantités de matière restantes des espèces chimiques. En revanche, si la réaction s'arrête d'elle-même, eh bien cela signifie qu'au moins un des réactifs a été totalement consommé. Et on dira alors que l'avancement a atteint une valeur maximale que l'on appellera Xmax. Maintenant, il faut se poser la question, mais qui est le réactif limitant, qui est le réactif en excès? Et cela revient à résoudre les deux équations suivantes. C'est-à-dire, on considère dans un premier cas que c'est les quantités de matière en A qui a atteint la valeur 0, et dans un deuxième temps que c'est la quantité de matière en B qui atteint la valeur 0. En résolvant ces deux petites équations, on obtiendra deux valeurs distinctes, généralement. Laquelle faudra-t-il retenir? Eh bien, ce sera la plus petite, qui indiquera le réactif limitant. On voit ainsi que la valeur maximale de l'avancement dépend à la fois des quantités de matière initiale des réactifs, mais aussi que cette valeur est inversement proportionnelle au coefficient stoichiométrique. Attention, il ne peut pas y avoir de quantité de matière négative au final, ça n'a pas de sens. Et pour établir enfin le bilan de matière, eh bien, on retiendra la valeur Xmax que l'on injectera dans les différentes expressions de la dernière ligne du tableau. Ici, voici un exemple où A est le réactif limitant. Donc on obtient bien qu'à la fin, la quantité de matière de A vaut 0 mol. Voici l'expression qui permet de calculer la quantité de matière restante de B, formée de C, formée de D. Si on obtient deux valeurs identiques égales à 0, ça voudra dire que le mélange était stoichiométrique.